Allô? Oui. Welcome back. Alors, prochaine table ronde. Les abus dans le nommage, nom de domaine, marque Web3, cybersécurité, avec comme modératrice, merci, Nathalie Dreyfus. À table ronde, Fabrice Piquer, Benoît Ampeau, que certains ont vu hier à Universal Acceptance, Jean-François Poussard et Marc-Emmanuel Mellet, et on excuse deux personnes, Sébastien Martin, qui a un empêchement, et Jean-Christophe Vigne, qui n'a pas pu se rendre à Strasbourg. Nathalie. Et Sébastien ne devait pas être remplacé? Si, mais alors la personne qui devait remplacer a eu un décès dans la famille, et du coup, lui non plus. Bref, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Je te laisse le micro. Merci beaucoup. Moins on est de fous, plus on rigole alors. Alors, bon après-midi à tous et merci de venir à notre table ronde qui va être extrêmement intéressante sur les abus dans le nommage, donc nom de domaine, marque, Web3, cybersécurité. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler l'importance des enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui pour cette conférence, puisque on a donc une évolution constante de l'écosystème numérique, une expansion rapide des nouvelles technologies et l'importance stratégique des noms de domaine dans la sphère commerciale et institutionnelle. Et donc, ce qui va nous amener à examiner ces questions sous différents angles, donc juridiques, techniques, stratégiques et sécuritaires. Donc, pour enrichir cette réflexion, donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde. Permettez-moi de me présenter parce que j'ai remarqué que l'année dernière, je suis intervenue, j'ai animé une table ronde et j'ai oublié de me présenter. Bon. Donc je suis Nathalie Dreyfus, j'ai créé et je dirige le cabinet Dreyfus et Associés à Paris. Nous sommes conseil en propriété industrielle, conseil européen en marque. Je suis moi-même expert judiciaire, expert à la Cour de cassation dans la spécialité marque. Je suis la seule en France et également expert à la Cour d'appel en dessin et modèle et en marque. Et je suis aussi panéliste dans différents centres d'arbitrage sur les noms de domaine, dont l'OMPI historiquement, mais aussi le centre canadien, américain, belge, asiatique, etc. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos éminents intervenants et spécialistes, tous reconnus dans leur domaine d'expertise. Fabrice Birker, donc, qui est confrère, conseil en propriété industrielle au cabinet Placereau IP. On dit Placereau IP? Voilà. Placereau IP en français. Il a 20 ans d'expérience. Il est responsable au sein de ce cabinet du département Internet et Data. Et il s'occupe de la gestion des noms de domaine et de la protection en ligne des droits des clients. Il est également panéliste à l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et parle expert pour le Point FR. Donc il a rendu une centaine de décisions. Bravo. Et il a aussi une casquette académique puisqu'il est formateur auprès de l'IEEPI, l'Institut européen entreprise et propriété intellectuelle, sur les thématiques blockchain, NFT et propriété intellectuelle. Benoît, voilà, que tout le monde connaît, Benoît Ampeau, qui est à l'AFNIC. Il a rejoint l'AFNIC en 2013 au sein de la direction technique avant de devenir directeur partenariat et innovation en 2018. Il est également coordinateur du conseil scientifique et du collège international de l'association. Donc son quotidien
est passionnant puisqu'il pilote l'exploration et le développement des activités de recherche et développement, de transfert d'expertise et de formation. Avec le DNS en fait en point d'ancrage, il explore avec ses équipes Labs de multiples thématiques de recherche, de l'évolution des protocoles Internet à la cybersécurité en passant par l'IoT et la blockchain. Marc-Emmanuel Médé, merci d'être là, qui est juriste en marque, dessin et modèle et responsable du pôle nom de domaine et Internet chez Novagraph France. Il a débuté son parcours dans la propriété industrielle au sein d'un cabinet de propriété intellectuelle à Lyon et il a rejoint le cabinet Novagraph en 2019. Jean-François Poussard, qui est fondateur associé de Solid Names, donc une société spécialisée dans les noms de domaine pour les organisations. Et Solid Names propose des services de surveillance de noms de domaine à destination des titulaires de marque et des cabinets juridiques spécialisés, que ce soit des conseils en propriété industrielle ou des avocats. Et il travaille dans le domaine des noms de domaine depuis les années 2000, après avoir travaillé au sein de 2 registrars, de 2 bureaux d'enregistrement corporate. Et il a créé en 2016 Solid Names avec son associé Anthony Don. Merci à tous. On va commencer cette table ronde par un petit bilan sur l'année 2024 pour voir ensemble les différentes tendances en matière d'abus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'offrir un aperçu concret de la diversité des atteintes qu'on a constatées et la sécurité des échanges en ligne. Donc, pour brosser le tableau, en 2024, les titulaires de marques de 133 pays ont déposé plus de 6000 plaintes UDRP ou variantes. Donc par rapport à 2023, c'est plutôt stable. Il faut dire que la France est très présente dans ces procédures puisque c'est le pays le plus actif, le 2e pays le plus actif au monde, après les États-Unis, dans la lutte contre le cybersquatting, avec plus de 1300 dossiers. Donc, il y a eu des affaires importantes, notamment en volume, avec des plaintes UDRP qui comprenaient plus de 120 noms, qui pouvaient être détenus par des dizaines de titulaires. Voilà, donc juste pour brosser le tableau, maintenant Jean-François, je pense que tu vas rentrer dans le détail avec un petit retour sur les abus qu'on a constatés en 2024 et les typologies des atteintes. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que l'OMPI, chaque année, publie un bilan qui est sorti il y a quelques semaines donc sur toutes les affaires qui ont pu avoir lieu en 2024. Donc, l'OMPI nous intéresse plus particulièrement par rapport aux entreprises européennes qui utilisent ce centre d'arbitrage pour mener donc des actions extrajudiciaires UDRP. Il faut savoir qu'il existe aussi le centre, le forum aux États-Unis. Donc parmi les décisions, comme le disait Nathalie, c'est vrai que la France est le 2e pays qui attaque le plus. Et le 3e, le Royaume-Uni, est loin derrière parce qu'ils ont 3 fois moins de plaintes que nous. Et la typologie des abus, on a beaucoup de choses. Il y a bien entendu donc le phishing, l'usurpation d'identité par mail, également la vente de produits contrefaits. Et parmi les décisions notables, c'est vrai qu'on a pu remarquer l'amplification de ce qu'on appelle les procédures UDRP consolidées, notamment avec des acteurs français. C'est le cas de Michelin, dans un dossier où je crois que c'est toi qui représentais Michelin, où Michelin a pu remporter une procédure pour plus de 130 nom de domaine avec 17 titulaires différents. Donc c'est vraiment intéressant pour faire tomber comme ça des réseaux de noms de domaine, des noms de domaine abusifs. Et la France est donc très dynamique. On peut citer en autres sociétés actives, Carrefour notamment, Sodexo, qui sont très actifs, qui sont dans le top 10, sachant que les autres acteurs importants au niveau international, on va retrouver Lego, on va retrouver le groupe Meta aussi, je vois son représentant qui est ici avec David Taylor de Hogan Lovells, qui fait beaucoup d'actions. Il y a Phoenix International, plus connu sous la marque OnlyFans, pour ceux qui connaissent, aussi qui est très actif là-dessus. Ce qu'on voit aussi dans le bilan de l'OMPI, c'est qui représente en fait ces différents titulaires de marque.
Et là, depuis plusieurs années, quand même, il y a des acteurs registrars corporate qui sont dans la brand protection, qui se sont quand même de plus en plus développés. Donc, un des acteurs, c'est aussi un des sponsors, CSC, et beaucoup a été utilisé dans pas mal de procédures pour cela. En autre acteur français, on peut citer Nameshield ou IP Twins, par exemple. Et puis, il y a les cabinets juridiques. Donc, j'évoquais Hogan Lovells, Dreyfus, mais il y a aussi Place Roy IP, Novagraph, Scan Avocat aussi. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs des abus qui sont aujourd'hui dans la salle et donc qui sont aussi sur ce marché de représentation. Aujourd'hui, les litiges touchent tout type d'extension, hein, bien entendu le .com de façon historique, mais on a vu aussi une explosion des abus dans des extensions comme le .shop, le .online, qui ont des particularités, c'est qu'ils ont des prix de vente de nom de domaine qui sont très bas, donc ils attirent beaucoup plus les personnes malveillantes qui vont préférer dépenser 50 centimes, 1 dollar pour l'achat d'un nom de domaine en .shop que dépenser 12 dollars pour un .com. Donc une recrudescence de ce type d'abus. Et puis ce qu'on a pu voir aussi, donc l'UDRP, on a donc les extensions génériques, hein, mais aussi des extensions pays, et notamment une explosion du .ai. Donc le .ai, hein, comme tous les deux lettres, c'est une extension pays qui est rattachée à Anguilla, mais qui a vu son nombre de litiges exploser avec l'usage en fait du .ai pour l'intelligence artificielle, avec une recrudescence des litiges, plus de 80 litiges l'année dernière sur le .ai, avec des cas aussi traditionnels par rapport aux abus, c'est aussi l'oubli de renouvellement du nom de domaine. Il y a notamment une décision de SAP qui avait son nom de domaine, donc la grande société SAP, qui avait le .ai depuis 6 ans et qui a oublié de le renouveler. Donc forcément, un tiers l'a repris pour le vendre. SAP attaqué, a récupéré en procédure extrajudiciaire. Donc procédure toujours très intéressante pour mettre fin à des abus et parfois aussi pour récupérer des cas d'oubli administratif, on va dire ça comme ça. Merci Jean-François. Et alors au niveau de l'AFNIC, qu'est-ce qu'on a comme chiffres clés, notamment sur le protocole SPF des KIM, peut-être, des marques. Oui, Benoît, tu pourrais nous en dire quelques mots. Oui, je peux vous en dire. Alors après, juste avant d'aller dans les chiffres sur SPF, des KIM, des marques, forcément pour l'AFNIC, le .fr doit rester une zone de confiance et être un .fr sûr. Et donc depuis 2 ans, en fait, on travaille sur les abus depuis longtemps, mais depuis 2 ans, on a énormément travaillé et apporté de modifications, tant sur les services de surveillance et de prévention côté AFNIC, côté .fr et côté bureau enregistrement et côté titulaire, et aussi sur les procédures, que ce soit des procédures en contentieux ou non contentieuses. Donc on a vraiment travaillé en plus au sein de nos collèges de l'association pour mettre en place des nouveaux dispositifs et pour fournir aussi de nouveaux services de lutte contre les abus également pour nos bureaux enregistrement. Donc je parlais de prévention, donc typiquement depuis 2 ans on a initié une étude sur l'adoption de SPF, des KIM, des marques au niveau du .fr, donc qui, comme vous le savez, sont des mécanismes, des extensions de sécurité du DNS qui existent depuis très très longtemps, mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment ou n'ont pas suffisamment été adoptés, un petit peu à l'image de DNSSEC pour d'autres raisons. Alors que tout le monde invente ou met en place des solutions très complexes parfois pour lutter contre le spam, le phishing, la simple identification et vérification de l'authenticité et la simple gestion de la délivrabilité des emails, qui reste le média le plus courant pour les abus, reste encore en retrait. On a une chance. Heureusement, des grands acteurs de l'Internet, de la messagerie, ont forcé, je dirais, l'activation de SPF, des KIM, des marques. Et donc, on a vu une grosse progression les 2 dernières années. Donc, on est passé, par exemple, sur SPF à un peu plus de 50%, aux 3/4, à près de 75% l'année dernière. Et ça a encore augmenté cette année. Là, on vient de faire les chiffres et on va publier notre 3e version de l'étude. Et après, des KIM et des marques. Donc, des KIM, c'est pour vérifier l'authenticité et l'intégrité du message que l'on reçoit. Là, c'est la moitié, donc c'est à peu près 30-35%. Et puis des marques, c'est la dernière étape qui est toujours un peu complexe à mettre en œuvre
Plutôt, c'est aussi un problème organisationnel humain, c'est de récupérer des rapports et donc, selon des politiques que l'on se donne, d'accepter ou non la délivrance et la réception de l'email. Voilà. Donc c'est un chemin qui progresse et le plus on a d'adoption de ces mécanismes de sécurité, je pense que le plus on peut lutter directement contre ce vecteur d'attaque qui reste principal et majeur, qui est le mail pour le phishing et les abus. Après, juste un autre chiffre, je peux vous donner un autre chiffre sur on a mis en place aussi début d'année, enfin l'année dernière, un rapport à destination des bureaux d'enregistrement qui, sur la base de sources que l'on collecte, fournissent au bureau d'enregistrement la liste des abus qui ont été rapportés sur leur portefeuille de noms. Et donc ça, c'est un outil très intéressant pour déjà mesurer, nous, en tant qu'AFNIC, quel est le niveau d'abus, mais également pour les bureaux d'enregistrement, qu'ils puissent avoir accès à cette information et, le cas échéant, prendre des actions en conséquence. Et quelques chiffres, c'est aujourd'hui, on reçoit plus de 3000 rapports d'abus sur le .fr par mois. Mais en fait, quand on isole, et quand, par exemple, on peut avoir un nom de domaine qui est signalé plus de 400 fois. Donc après, quand on ramène ça au nom de domaine, on est en moyenne sur des chiffres à quelques centaines, environ 200, voire moins par mois. Donc ce qui reste un taux de 0,0005%. Mais voilà, donc on a un taux d'abus assez faible mesuré sur la base de ces sources d'informations-là. C'est très intéressant. Ce qui est également intéressant de voir, c'est qu'il y a énormément de demandes aussi de rachat de noms de domaine, en fait, où des entreprises, on n'est pas dans le cadre des abus, veulent récupérer des noms de domaine, racheter pour des raisons marketing, soit lancer une marque. Et donc, on a effectivement aussi au niveau du second marché des rachats pour des montants importants. Vous avez une question ? SPF, Sender Policy Framework, on vérifie l'émission d'un mail. On autorise, nous, quand on est titulaire d'un nom de domaine, on indique dans un champ TXT, dans un champ dans notre nom de domaine, le fait qu'on autorise, par exemple, tel serveur de mail à envoyer en mon nom un email. Donc on vérifie l'émetteur. Merci pour cette précision. Restons donc dans les abus. Est-ce que on a beaucoup parlé de fake shop, je crois, cette année. Je ne sais pas, Fabrice, tu pourrais nous en dire plus Oui, effectivement. C'est pas une typologie d'abus qui est nouvelle, mais du point de vue de la pratique qu'on voit qui explose littéralement. Alors, pour planter le décor, les fake shops, je pense on en a tous vu, c'est des boutiques en ligne qui vont usurper l'identité, alors de manière plus ou moins flagrante, d'une marque généralement notoire, mais en pratique, toute typologie d'acteurs se trouve concernée. Ces boutiques, elles prétendent commercialiser des produits à des prix défiant toute concurrence. On voit des réductions de 70-80%. Et en pratique, quand on passe commande, parfois on reçoit de la contrefaçon. Généralement, on se fait débiter, on ne reçoit rien. Et surtout, on observe que la boutique, elle reprend toutes les données personnelles d'identification, données bancaires, etc. Donc en fait, ça fait courir un risque également à l'acheteur, parce qu'après, il peut lui-même faire l'objet d'une usurpation d'identité. Alors, le problème, il n'est pas nouveau, mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est donc l'ampleur du phénomène. Je voyais quelques chiffres. La marque de parka Canada Goose indique qu'en 2024, elle aurait lutté contre 30 000 à la fois fake shop et contenus illégitimes en ligne. À titre personnel, on a un client qui opère une plateforme de e-commerce qui, depuis ces 3 derniers mois, subit à peu près 2000 fake shops vis-à-vis desquels il doit réagir. Et surtout, ce qui est nouveau actuellement, c'est l'ingéniosité en fait des fraudeurs. Historiquement, ces fausses boutiques, elles étaient accessibles par des noms de domaine qui étaient très proches de la marque qui était reprise. Alors, on en voit toujours, mais avec le temps, les noms de domaine qui permettent l'accès à ces boutiques sont complètement différents de la marque ou intègrent la marque au niveau de sous-domaines.
Donc, d'un point de vue juridique, détecter, et on verra après, réagir contre ces fausses boutiques se trouve compliqué. Un autre facteur de complication, c'est que les sites qui, entre guillemets, hébergent ces fausses boutiques sont devenus dynamiques. C'est-à-dire le matin, vous le visitez, vous avez un faux site Lidl, vous y retournez l'après-midi, vous avez un faux site Estée Lauder, par exemple. Donc, encore une fois, au niveau de l'enforcement et de la détection, les choses se trouvent compliquées. En pratique, pour détecter tout ça, je laisserai parler les spécialistes, mais ce qu'on observe, c'est qu'il faut multiplier les supports de surveillance, et de la même manière qu'il faut multiplier les voies d'action, c'est que pour réagir, généralement, la voie de l'UDRP se trouve fermée quand le nom de domaine est différent de la marque. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des intermédiaires techniques qui seront coopératifs. Et évidemment, pour compliquer le tableau, on observe que souvent les bureaux d'enregistrement ou les hébergeurs auxquels les fraudeurs ont recours sont, pour les bureaux d'hébergement, pour les bureaux d'enregistrement, soit sont notoirement peu coopératifs, et au niveau des hébergeurs, c'est parfois des coquilles vides qui renvoient à d'autres coquilles vides à l'étranger. Donc, on va essayer de se tourner vers d'autres intermédiaires techniques comme les régies publicitaires, les moteurs de recherche pour essayer de faire du déréférencement. En fait, l'idée, c'est d'être aussi obstiné et inventif que les fraudeurs et de viser au plus large quant aux intermédiaires techniques à actionner. Et c'est pas un puits sans fond, parce que en fait, vous en fermez un, il y en a un autre qui ouvre. C'est le problème, en fait, et c'est le constat. Alors on ne peut pas parler d'échec, mais qui est frustrant, c'est que tous les spécialistes du secteur s'accordent à dire qu'il faut décourager les pirates de s'en prendre à la marque qu'on représente, mais ça veut dire qu'ils vont trouver d'autres victimes. Et justement, pour rebondir sur ça, ce qui revient souvent depuis ce matin, c'est la notion d'éducation, éduquer l'utilisateur de l'Internet, éduquer le consommateur. Et ici, encore une fois, je pense que c'est le consommateur qu'il faut éduquer. Alors, ça peut paraître un peu illusoire parce qu'entre lui proposer une remise, une offre défiant toute concurrence et un peu de sécurité juridique, généralement, le consommateur, il est joueur, il va se dire « je vais faire une bonne affaire ». Il faut peut-être essayer de trouver un moyen d'aller contre cette tendance qui est peut-être naturelle, mais qui s'avère dangereuse. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison, et c'est la tendance qu'on voit également dans le domaine bancaire, puisqu'en fait la responsabilité aujourd'hui sur le phishing de la banque peut être beaucoup plus difficilement engagée que par le passé. On demande effectivement à l'internaute d'être un peu plus intelligent, c'est aussi dans ce domaine, et je pense qu'il va y avoir une tendance dans cette voie, effectivement, de demander plus d'attention en fait, à l'internaute. On voit que le niveau en fait, de l'internaute moyen, pour le juge en tout cas, augmente, et on ne va pas accepter forcément une tromperie lorsque c'était évident que c'était un faux site, comme si c'était évident aussi que c'était une fausse annonce d'une banque dans des cas de phishing. Et la jurisprudence, elle est déjà claire en matière bancaire. Oui, après on pourra en parler un peu plus longuement, mais il y a aussi la question des filtres anti-arnaque qui sont plus ou moins en projet, ou les injonctions administratives de la DGCCRF qui vont dans le sens d'aider l'internaute, mais qui en pratique s'avèrent insuffisants, ne serait-ce que par le manque de moyens ou le nombre d'utilisations du dispositif. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Tout à fait. Alors, si on reste sur les abus en 2024, on en a parlé beaucoup des noms de domaine, mais aussi, il y a une tendance qu'on voit, c'est les atteintes dans les réseaux sociaux ou combiner noms de domaine, réseaux sociaux. Donc, il y a eu un rapport de l'Office européen des marques, le Online Copyright Infringement in the European Union, qui a fait une étude sur la période 2017-2023 et qui montre que les réseaux sociaux sont devenus en fait des vecteurs clés dans la diffusion de contenus illicites. Également une étude de l'Union des fabricants du 8 décembre 2023 sur la contrefaçon telle qu'elle est perçue, justement, on en parlait, la perception par les consommateurs, et que bien que l'achat de contrefaçon semble s'effectuer majoritairement sur des marchés ou à la sauvette, en fait, 40% des Français pensent que l'on peut acheter de la contrefaçon sur les réseaux sociaux. Et intéressant, et on monte à 43% dans la tranche d'âge 15-18 ans. Donc,
Et ça illustre une hausse de 19% en 5 ans. Et 23% de cette tranche d'âge a déjà acheté des articles de contrefaçon sur les plateformes de vente en ligne. Et 48% d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas de différence entre un produit contrefait et un produit authentique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc voilà. Donc on a des outils législatifs qui arrivent aussi, puisqu'on a eu la loi du 21 mai 2024 qui vise à sécuriser et à réguler l'espace numérique, la SREN. Et donc cette loi, elle introduit des mesures pour renforcer la sécurité sur les réseaux sociaux en ligne, avec le renforcement aussi des pouvoirs de l'Arcom, pour lutter contre la désinformation, pour lutter pour le blocage aussi, le déréférencement des sites frauduleux et des initiatives de sensibilisation et d'éducation. Donc, un dispositif de cybersécurité est également mis en place pour protéger les consommateurs contre les faux SMS, puisqu'on voit aussi une combinaison nom de domaine, SMS, réseaux sociaux et email frauduleux. Alors, on va maintenant se pencher sur l'efficacité des dispositifs qui existent et sur l'évolution de la jurisprudence dans la lutte contre les abus. Et donc, on englobe à la fois l'examen des procédures extrajudiciaires du type UDRP, URS, l'étude des recours judiciaires et suite à une procédure UDRP, et puis le rôle des intermédiaires. Donc, je vous propose qu'on commence par la procédure UDRP. On a des chiffres, on voit qu'elle se porte bien, en fait, puisqu'elle est largement utilisée, donc l'outil est efficace. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de son évolution, de l'évolution de l'UDRP et peut-être l'URS, peut-être Fabrice, tu as une opinion Oui, alors on va aborder un serpent de mer, parce que l'UDRP, ça fait 25 ans qu'elle existe et ça fait 10 ans qu'on projette de la réformer, avec des degrés d'avancée plus ou moins importants d'année en année. La dernière fois qu'il y a eu une réflexion un peu poussée, c'était en 2020, où il y avait différents rapports qui avaient été émis, notamment par l'ICANN et l'OMPI, avec des voies de direction. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a entamé une réflexion avec l'ISIA, donc l'Internet Consumer... J'en perds le sigle, excusez-moi. En fait, c'est les domainers américains. Et donc, dans les différents axes de réflexion, d'évolution possible de l'UDRP, en fait, il y en a 3. Le premier, c'est la question des droits invocables, parce que historiquement, l'UDRP, elle a été bâtie pour protéger les droits de marque. Avec le temps, la conception de la marque au niveau de l'UDRP s'est élargie. Dans certains cas, on va considérer qu'un patronyme, un nom de personne, peut constituer une marque si le nom est utilisé en relation avec des produits, des services. Mais il n'empêche que dans un certain nombre de cas de figure, l'UDRP ne va pas permettre de sanctionner des droits de propriété industrielle, alors que... objectivement, il y a une atteinte. Ça s'illustre à 2 niveaux. Le premier, encore une fois, c'est au niveau des patronymes. Il y a des patronymes célèbres qu'on ne peut pas qualifier de marque parce qu'on n'arrive pas à les relier à une utilisation en lien avec des produits et des services. Et là, ces personnalités, ces célébrités ne peuvent pas du coup recourir à l'UDRP. Et l'autre point, on l'évoquait aussi ce matin, c'est la question des indications géographiques, les noms qui font l'objet entre guillemets d'une appropriation collective, pour lesquels en fait il y a une telle divergence de législation au niveau international qu'on les a exclus de l'UDRP. Donc un des premiers points de réflexion, ça serait de savoir jusqu'où on va élargir les droits antérieurs invocables pour permettre l'introduction d'une UDRP. Alors ça, c'est peut-être pas si simple à faire. Mais justement, parce qu'en fait, les marques, c'est très balisé. Il y a des registres. On consulte facilement les marques. Tout est informatisé. Retrouver une marque enregistrée aujourd'hui, quel que soit l'endroit du monde, si elle est enregistrée, on arrive à les retrouver. Il y a des bases de données qui sont très complètes. On n'a pas la même chose
sur les appellations d'origine, sur les dénominations sociales. Donc, est-ce que ce n'est pas un combat un peu utopiste? Mais c'est, à mon sens, oui, parce que la différence, c'est que justement, la marque, c'est un droit qu'on arrive à circonscrire. Même avec les marques, la question avec les marques d'usage est à part, mais globalement, on a un titre, donc on connaît l'étendue du droit. Et surtout, au niveau international, c'est un droit qui est globalement harmonisé. C'est-à-dire qu'en France, en Europe, c'est toujours dans les grandes lignes, les mêmes principes qu'on va appliquer. Maintenant, en matière de signes d'indication géographique, de signes toponymiques, on a des conceptions, on va dire philosophiques, qui diffèrent d'un continent à l'autre. En Europe, on a une appropriation des indications géographiques, alors qu'aux États-Unis, on ne peut pas concevoir que ça soit, j'exagère à peine le trait, un droit de propriété industrielle. Et c'est l'exemple de Champagne qu'on évoquait ce matin. En Europe, c'est protégé, mais à l'étranger, il va falloir recourir à des traités internationaux pour organiser la protection de l'appellation d'origine. Et ça se ressent du coup dans la procédure UDRP, c'est-à-dire qu'on a une telle conception, une telle divergence de conception du droit d'un pays à l'autre, que essayer de trouver des principes uniformes devient illusoire justement. Oui, et même si on revient aux marques, dès qu'on sort de la marque enregistrée, parce que c'est vrai qu'en France, c'est très simple, puisqu'en fait, il n'y a pas de droit de marque si on n'a pas un enregistrement de marque. Mais ce n'est pas la même chose dans tous les pays, notamment aux États-Unis ou dans les pays de common law ou au Canada. Là, actuellement, j'ai été saisie en tant que panéliste pour rendre une décision en point CA, qui est basée sur un droit de common law. Et ce n'est pas du tout évident, dans ce cas-là, de reconnaître si effectivement il y a un droit de marque. Puisque là, on sort complètement, on n'a pas un certificat clair avec un enregistrement de marque, où s'arrête aussi après la limite de l'appréciation de l'expert. Même en matière de marque, on peut avoir des zones grises. Oui, et avec en conséquence directe, c'est la question du coût et de la durée de la procédure. C'est-à-dire que en 99, on voulait une procédure qui soit abordable et rapide. Et justement, comme l'évoque Nathalie, si maintenant on commence à avoir des phases de discovery, de savoir jusqu'où vont les droits, où il faut interroger les parties, on sort complètement d'une procédure simple et rapide. Donc dans la réforme de l'UDRP, effectivement, il y a beaucoup de discussions, mais est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur peut-être les points d'amélioration, des problèmes qu'on revoit en pratique, notamment sur l'exécution des décisions. Là, on revient donc sur l'exécution par le bureau d'enregistrement. On constate que certains bureaux d'enregistrement encore ont du mal à exécuter les décisions, se font tirer l'oreille, c'est compliqué. Là, je pense qu'il y a vraiment un point, puisqu'en fait, la force de cette procédure, c'est justement, bien qu'on ait des points d'extranéité, lorsqu'une décision de transfert ou d'annulation est rendue, elle est facilement exécutoire. Et c'est quand même un des points forts de la procédure. Maintenant, s'il faut se battre contre les bureaux d'enregistrement qui sont liés par les clauses contractuelles avec l'ICANN et qui doivent exécuter les décisions, ça devient compliqué. Donc, il faudrait peut-être établir en fait un niveau minimal obligatoire pour l'exécution des décisions UDRP par tous les bureaux d'enregistrement qui sont accrédités par l'ICANN. Et peut-être que l'ICANN pourra nous aider là-dessus. Voilà. Je pense qu'un point important aussi, c'est l'appel. En fait, il manque une procédure d'appel. Oui, c'est une question sans fin. Actuellement, il n'y a pas d'appel contre une procédure UDRP, donc ça veut dire que la partie qui n'est pas contente, elle va devoir saisir le juge national qui aura été désigné dans la plainte. Alors Nathalie, je sais que tu as une anecdote qui n'est pas très drôle sur cette entre guillemets, facilité à saisir ou à faire croire justement un bureau d'enregistrement qu'on a interjeté un recours justement pour geler l'exécution. Alors, les axes qui se dessinent dans les projets de réforme, effectivement, c'est côté titulaire de nom de domaine comme côté titulaire de marque. Pourquoi pas effectivement organiser une sorte de voie, de chambre d'appel au niveau du centre d'arbitrage qui gère l'UDRP. La question, c'est comment aussi éviter les appels dilatoires, surtout côté domainer. Alors, on va dire il faut verser, consigner une somme d'argent, mais alors, on peut voir les choses de deux manières. Si c'est un vrai domainer, quelqu'un qui a un vrai intérêt dans le nom de domaine, qui n'est pas d'une mauvaise foi dégoulinante, pourquoi pas. Mais quand on utilise l'UDRP pour agir contre des situations frauduleuses,
la voie d'appel, elle sert à rien en plus. Oui. Enfin, l'appel, il existe déjà sur certaines procédures extrajudiciaires, notamment au Royaume-Uni pour le .co.uk ou UK, et ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Oui, après, Donc tout est je question pense de que mise en œuvre. c'est une idée à retenir. Oui. Et on parlait finances, et là aussi, il y a peut-être une question de... Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas non plus de condamnation possible au niveau de l'UDRP lorsque le domainer ou le titulaire du nom de domaine est condamné. Il rend le nom de domaine et puis basta, au revoir, on passe à autre chose. Il n'y a aucune condamnation, même si elle n'est pas importante, et je pense que ça peut être intéressant. On voit que dans la procédure sur le point .ca au Canada, il y a effectivement, l'expert peut se prononcer sur les coûts de la procédure et peut condamner le réservataire à une somme d'argent. Alors que sur l'UDRP, on n'a que le reverse domain name hijacking en disant c'est pas bien pour le complainant, tu as utilisé la procédure, tu n'aurais pas dû. Et puis voilà, ça reste comme ça du côté complainant, et du côté du réservataire du nom de domaine, il a joué avec un nom qui lui appartenait pas, bon, il le rend et puis voilà. Oui, c'est là que les choses, elles peuvent paraître un peu injustes, parce que le rapport bénéfice-risque, clairement, il n'est pas en la faveur du cybersquatter. Après, il y a un problème d'efficacité. Condamner quelqu'un à payer une somme d'argent quand la personne elle est déjà usurpée l'identité d'un tiers ou donner une identité factice quand elle a réservé le nom de domaine, ça paraît aussi illusoire de venir lui chercher, récupérer quelques sommes d'argent que ce soit. Oui. Et si on reste sur la procédure IDRP, on peut aussi parler de la cohérence en fait, du corpus de décisions qui sont rendues, puisqu'en fait on a plusieurs centres d'arbitrage. On a l'OMPI qui est extrêmement actif, puisqu'ils ont des réunions. Il y a une réunion des experts tous les ans. Il y a une vue consolidée des experts, le overview panelist. Donc il y a une vraie recherche de cohérence avec une revue en fait des prédécisions des experts, ce qu'on n'a pas forcément dans les autres centres d'arbitrage, et en fait où ça peut être beaucoup plus flou, même s'ils publient leurs décisions. Il y a moins de suivi, il y a moins d'éducation forcément des panélistes, et on peut se retrouver avec des décisions qui peuvent être un peu incohérentes, sachant que les panélistes ont souvent un profil très différent. Aux États-Unis, ça peut être beaucoup des anciens juges, des magistrats, etc., ou alors des gens qui sont vraiment très, très techniques. Et ce qu'on constate souvent, c'est un manque de connaissances techniques en droit des marques. Et la question de décider s'il y a un droit de marque et qu'il y a un risque de confusion, elle nécessite quand même d'avoir une vraie connaissance sur le droit des marques. Et ça peut poser problème aussi dans la cohérence des décisions. Oui, pardon Nathalie, juste pour rebondir, le point effectivement, c'est qu'on a l'impression avec cette histoire, cette idée de réforme de l'UDRP, qu'on manipule une sorte de cadre géométrique. Et si on tire d'un côté, ça va bouger les autres côtés. Et actuellement, on a une procédure qui n'est pas parfaite, mais qui existe et qui fonctionne bien dans son champ d'application. Et donc, la difficulté, c'est que si on commence à donner quelque chose, alors que ce soit au titulaire de droit ou au titulaire de nom de domaine, on risque d'arriver à un déséquilibre. Et ce que Nathalie décrivait, c'est que la procédure, elle est aussi très prévisible. Il y a, certes, on peut penser que c'est une procédure facile parce qu'il y a plus de 98% de décisions en la faveur des requérants, mais ce n'est pas parce que les dés sont pipés, c'est parce que la procédure est prévisible. On sait ce qui va se passer. On sait quand il faut en introduire une et on sait quand il ne faut pas en introduire une. Presque toujours. Voilà. Toujours. Et alors, parfois, ou sinon, c'est en mettant le client, évidemment, en connaissance de cause quant au fait qu'on est sur une zone un peu grise. Mais maintenant, encore une fois, si on commence à mettre des droits qui sont plus difficiles à circonscrire dans leur étendue, qui sont plus subjectifs aussi, on va arriver à une procédure qui sera beaucoup moins prévisible et qui perdra une part d'efficacité. Alors que les droits qui ne sont pas sanctionnés dans le cadre de l'UDRP ne sont pas non plus dépourvus de forums juridiques pour être protégés. C'est plus lourd, plus long, plus onéreux, mais il existe quelque chose. Oui. Et pour revenir quand même aux panélistes, il y a quand même le panéliste dans beaucoup de centres, ils sont nommés entre guillemets à vie, ce qui n'est pas le cas
à l'AFNIC qui fait un travail remarquable et je les salue pour cela puisqu'ils challenge et ils forment régulièrement leurs panélistes et je pense que cette question d'éducation des panélistes elle est extrêmement importante parce que tu dis c'est prévisible mais ça va dépendre aussi de l'expert. Ça va dépendre de l'expert. Nous, on a eu un cas là, à la République, centre d'arbitrage tchèque, où déjà le centre sur la langue de procédure, c'était à côté de la plaque. Ils ont insisté. Ensuite, l'expert, c'était complètement à côté de la plaque et ça a duré. Il y avait vraiment un problème il peut y avoir vraiment un problème sur la qualité et la formation du panéliste. Parce qu'en fait, c'est comme la formation professionnelle. Il faut se mettre à jour. Si on n'est pas à jour, on meurt. Effectivement, c'est tout le travail de l'OMPI. Et ton histoire du centre tchèque, en fait, ça me rappelle une maxime qu'une ancienne avocate avec laquelle je travaillais disait, moi, c'était même pas elle, c'était son père, disait le bon marché coûte cher. Et c'est ton histoire, c'est-à-dire que le centre tchèque a des taxes beaucoup moins élevées que l'OMPI, mais généralement, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Tout à fait. Et si on reste toujours sur l'UDRP, si on prend maintenant les conditions de fond en fait, dans ces projets, ces discussions de réforme, ce qui a été beaucoup discuté aussi, c'est la condition de la mauvaise foi. Puisque sur l'UDRP, on doit combiner à la fois une réservation, prouver la réservation de mauvaise foi du nom de domaine et son utilisation. Ce qu'on n'a pas, par exemple, sur le point EU, puisqu'on peut prouver soit une réservation, soit une utilisation de mauvaise foi. Et la combinaison des deux, elle peut être quelquefois injuste. Parce que on peut très bien avoir réservé un nom de bonne foi et l'utiliser de mauvaise foi et inversement. Donc ça, c'est effectivement un des sujets qui est en discussion, mais bon, ça reste des discussions. Et donc, et c'est vrai que la jurisprudence fait avec les règles pour trouver des solutions. Donc, et effectivement, si on a une formulation trop large, ça peut aussi se retourner, être complètement contre-productif, puisque ça peut entraîner un excès de zèle de la part des complainants et ajouter une incertitude juridique. Donc on parlait des coûts, effectivement, il y a aussi ce problème du coût élevé, puisqu'en fait on a une taxe de procédure pour le point .fr 1 500 € et pour l'UDRP 1 500 $. En France, nous, la justice est gratuite. Enfin, on paye pas en tout cas pour agir devant les tribunaux. Ça fait une grosse différence quand même. Et ça peut effectivement décourager certains titulaires de marque, PME, TPE, qui vont trouver que la procédure est chère, puisqu'il faut ajouter quand même des frais de conseil aussi. Ça peut être aussi cette notion financière à la fois sur les frais engagés pour la procédure et la possibilité d'être dédommagé. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très, très utile. Oui, alors en même temps, on a une décision en 2 mois et demi. Elle est exécutoire dans la majorité des cas sans difficulté. Alors pour 1 500 $ plus les frais de conseil, c'est comparé à une action judiciaire plutôt très bon marché. Après, effectivement, la difficulté, c'est le volume. 1, 2 UDRP, ça va, mais quand ça commence on arrive à des dizaines, c'est clair que le coût économique pour les entreprises, il commence à être important. Puis pour ces abus et pour la procédure UDRP, ce qui est extrêmement important, et on va en reparler tout à l'heure, c'est l'impact du RGPD. L'impact du RGPD, puisque avec les restrictions d'accès qu'on a au WIS, puisqu'en fait c'est très difficile aujourd'hui de savoir si on a un réservataire malhonnête ayant multiplié le nombre de réservations. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, vous m'entendez ? Du coup, un petit mot sur le WIS. Historiquement, c'est un protocole qui permettait d'accéder aux informations sur l'enregistrement du nom de domaine. Donc, on trouvait notamment ce qui intéresse les conseils représentants de titulaires de droit, c'était les informations sur le titulaire, donc les coordonnées, noms, les adresses. 2018, entrée en vigueur du RGPD, qui a
permis d'anonymiser toutes les données personnelles, on se rend compte que parfois l'application est faite un peu plus largement et que l'accès aux données est bloqué. On a eu là une annonce de l'ICANN en début d'année, en janvier 2025, sur la mise en place du protocole RDAP. Ce protocole a plusieurs avantages avancés par l'ICANN. Donc, il utilise des requêtes HTTP sécurisées. Donc, on a des informations qui sont transmises de manière protégée. On peut contrôler aussi le transfert. Un autre point, c'est un accès différencié. Donc, en fonction du demandeur, des informations plus ou moins poussées sont transmises. Donc, pour le public, les informations restent très limitées. C'est le cas pour les titulaires de droit. Les forces de l'ordre, les juges ont accès à des informations un peu plus poussées. Et on avance aussi l'argument de interopérabilité des informations qui sont identiques pour tout le monde. Conséquence, pour la lutte contre les abus, on a quand même toujours cette protection des données personnelles qui est un frein pour les titulaires de droit. En parallèle, l'ICANN a mis en place le projet RDRS pour faire des demandes de divulgation d'identité qui fonctionnent, nous, pour notre part, de manière assez mitigée, qui dépend vraiment du registrar, qui décide ou non de transférer. Je ne sais pas si les autres intervenants utilisent le RDRS. Fabrice, on en parlait rapidement ce midi d'ailleurs. Avec moins de bonheur que toi. Oui. Donc, c'est le côté frustrant. L'outil sur le papier, il est plutôt intéressant, on va dire. Ça permet de contourner la difficulté du RGPD et de l'anonymisation des WIS. Mais comme Marc-Emmanuel le disait, si les bureaux d'enregistrement ne jouent pas le rôle, et en plus leur adhésion au système RDRS est facultative, c'est un système hypocrite. tout à fait. Juste sur les procédures, alors je ne suis pas le directeur juridique de l'AFNIC, donc je parle. Il est où le directeur juridique? La directrice juridique d'ailleurs, Marianne. Voilà. À l'AFNIC, on a 2 procédures de résolution de litige, Chirelli et Parle, qui fait d'ailleurs souvent l'objet d'un appel. Mais je voulais juste dire qu'on a aussi la médiation. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. On l'a ouvert il y a 1 an, enfin mi-année dernière. Et en une année, on a déjà plus d'une centaine de médiations qui ont été ouvertes, traitées, avec, je crois, presque 60% de taux de succès. Et c'est une procédure gratuite, voilà, en .fr. Et ça, c'est très intéressant parce que cette notion de médiation, elle existait déjà sur le .fr. Et puis, le CMAP s'en occupait. Et puis après, en fait, qui vient en médiation sur des réservations de noms de domaine, puisque ça ne va pas être le cybersquatter. On va lui dire, viens en médiation, il ne va pas venir. C'est l'AFNIC. Je parle sous contrôle de Pierre, peut-être. Donc quel type de personnes qui viennent Quels sont vos clients, Monsieur le Président? Directeur général. Pierre Georgelin, Marianne Bonis. Les personnes qui viennent sur la médiation... Mais ils viennent physiquement? Non. Alors, c'est rapide et gratuit parce que c'est au téléphone, okay. D'abord. Mais souvent, on a un couple en médiation de un ancien titulaire qui a perdu son nom de domaine parce qu'il n'a pas pensé à le renouveler. Il s'est fait snapper son nom de domaine par un domainer. Et finalement, ils arrivent à se mettre d'accord. Voilà. Donc ça évite d'emboliser en fait les procédures alternatives de résolution des litiges sur lesquels les sujets de contrefaçon de marque ne sont pas évidents. Un domainer qui reprend un nom de domaine retombé dans le domaine public, il ne fait pas forcément de la contrefaçon. Si il insiste un peu trop pour aller voir l'ancien titulaire et lui dire « je te le revends pas cher », là par contre, il est en faute. Enfin, il y a une espèce de zone grise. Le titulaire, la plupart du temps, enfin l'ancien titulaire considère qu'il est en train de se faire arnaquer, donc il n'est pas content.
Et donc, on a des situations de départ où l'ancien titulaire dit redonnez-le-moi gratuitement, sinon je vous attaque. Et je caricature, hein, et où le domainer dit donne-moi 5 000 €, sinon tu n'auras rien. Bon. Et finalement, en 3 jours, on arrive à faire des choses qui sont de la transaction, hein, mais qui sont de la transaction raisonnable des deux côtés. Donc rapide, efficace, et ça désembolise les vraies résolutions de litiges qui prennent du temps et qui demandent quand même de rédiger, etc. Donc c'est plutôt des Français. Alors pour les demandeurs, oui. Par contre, pour l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui vont redonner le nom de domaine, c'est souvent des Néerlandais ou des Allemands. Parce que c'est là que le secteur du domaining est le plus fort. Et donc on a même eu des propositions en médiation d'accepter ou non la médiation en fonction du résultat d'un match de foot entre la France et les Pays-Bas. C'est énorme. Donc c'est pour vous dire que ça Ah bah peut vous- être très inventif. Ah, vous vous ennuyez pas, hein. Voilà. Bah, nous non plus, hein. Et j'aimerais juste revenir sur les abus. On n'avait pas tout à fait terminé. Enfin, pas sur les abus, sur la réforme de l'UDRP. Pourquoi on ne bouge pas non plus l'UDRP? Parce qu'effectivement, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne quand même plus ou moins bien? Même si ça peut être amélioré, ça fonctionne bien. Il y a quand même aussi toute une jurisprudence qui évolue, qui est de plus en plus fine et qui tient compte du temps présent, de l'évolution aussi des mentalités. On a le cas, par exemple, de toute une jurisprudence qu'on appelle Okidata sur les revendeurs, qui avait mis en place vraiment des critères très précis sur la possibilité pour un revendeur d'utiliser de façon légitime un nom de domaine. Donc le revendeur doit vendre uniquement des produits authentiques, il doit sur son site clairement montrer l'absence de lien officiel avec la marque, il ne doit pas suggérer d'affiliation et il ne doit pas tromper le consommateur. Mais en fait, pendant longtemps, ce test a été appliqué de façon littérale et il a tendance à évoluer aujourd'hui avec un revirement d'une jurisprudence assez fine et une approche plus stricte et plus contextuelle, puisque en fait, certains revendeurs respectaient en fait techniquement le critère du test, mais leur site entretenait quand même une confusion avec un site officiel. Donc maintenant, aujourd'hui, les experts vont prendre en compte l'apparence globale du site et la perception du consommateur. Donc, par exemple, une mention de non-affiliation ne va pas suffire. Donc ça a été illustré clairement. Et donc, on voit que la jurisprudence peut aussi aider dans cette évolution. L'interprétation qui sont faites des règles va vraiment dans un sens favorable, en fait, à une bonne justice, je dirais. Et on a évoqué cette question de recours à l'UDRP, parce que Jean-Christophe n'est pas là, mais quand on a préparé le panel, il a dit justement l'UDRP, c'est faussement une procédure rapide. Oui, c'est une procédure rapide si effectivement il n'y a pas de recours. Et s'il y a un recours devant les tribunaux, et là, c'est toi et ta chance. Parce que un recours, par exemple, devant certaines juridictions, que ce soit par exemple en Corée ou au Vietnam, on peut simplement aller devant le tribunal, dire je veux faire un recours, et puis le recours, il va être pris en compte. Il ne sera pas forcément valide, il ne sera pas forcément recevable dans le temps, mais il va être pris en compte. Et vous avez des bureaux d'enregistrement qui vont bloquer les transferts de nom de domaine lorsqu'il y a une procédure UDRP qui a été favorable. Et ça c'est un vrai problème. Et ça, il y a une vraie diversité dans le monde sur le recours et l'appréciation qui peut être faite par les bureaux d'enregistrement qui, en voulant bien faire, disent oui, moi j'ai un recours. Oui, mais comment je vais vérifier que ce recours il est conforme? C'est pas du tout évident. Oui. Pardon, juste sur l'UDRP, un élément qui me venait, là où il y a peut-être un axe d'économie à faire et de rapidité et de simplification encore, c'est qu'il y a tout un tas de procédures où on voit que le transfert il va être acté parce qu'on est dans une situation de mauvaise foi évidente. C'est par exemple une marque notoire qui est reprise à l'identique pour un nom de domaine qui va usurper l'identité de la marque. Là, peut-être que dans ces situations très, très claires,
On pourrait peut-être penser à une procédure un peu comme au Royaume-Uni, avec des décisions sommaires, éventuellement des cases à cocher, comme devant certains centres, et peut-être des taxes qui pourraient être un peu moins élevées ou remboursées en partie quand, quand le prononcé de la décision va très très vite. Oui, peut-être c'est un ce des que axes. fait le point .fr avec la procédure Cirelli, la procédure Parle, et maintenant la médiation. Je pense que c'est vraiment un bon exemple. Hein. Ça combiné avec le point UK pour la procédure d'appel, et puis tout le monde est content. Hein. Alors, ça nous vient à un autre sujet qui est le rôle des intermédiaires dans la lutte contre la contrefaçon. Alors là, on a eu quand même beaucoup de législations qui sont sorties récemment. Hein. La loi SREN hein, du 21 mai 2024, donc, qui vise en fait à renforcer la lutte contre les fraudes en ligne et à encadrer strictement les pratiques commerciales et assurer un suivi accru des acteurs pour prévenir les arnaques sur Internet. On a Nice 2, dont on parle beaucoup, souvent au nom de NDD Camp, puisque ça concerne beaucoup d'acteurs sur les noms de domaine. Donc là, c'est pour élever le niveau de sécurité, cybersécurité dans les États membres, avec des exigences renforcées, légitimes ou pas, demander aux opérateurs de services essentiels et aux fournisseurs de services numériques. On a le règlement MICA, hein, qui date lui un peu plus ancien, juin 2023, hein, pour établir un cadre réglementaire harmonisé sur les cryptoactifs dans l'Union européenne et avec une sécurité juridique accrue pour les investisseurs et les émetteurs, tout en facilitant l'innovation dans le secteur. On a le règlement DORA, il faut suivre, hein, un peu plus ancien, 2022, là, sur la résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité. Donc là, on essaye d'harmoniser les règles de gestion des risques qui sont liés aux technologies de l'information et en améliorant la coopération entre les acteurs concernés pour mieux prévenir les perturbations numériques. Alors, peut-être on pourrait parler de cette loi, la loi SREN, cette loi anti-arnaque. Qui veut s'en charger? Fabrice, peut-être? Oui, après j'arrêterai de parler autant. On va en parler, mais c'est à mes yeux un rendez-vous manqué. C'était une bonne idée et ça aurait pu être une des solutions efficaces justement contre les fake shops. Alors l'idée du filtre anti-arnaque, c'était de permettre aux agents de l'Arcom, quand ils naviguent sur Internet et qu'ils découvrent une interface en ligne qui est destinée à la réalisation d'un certain nombre d'infractions pénales. Alors elles sont énumérées dans la loi, c'est l'escroquerie, l'usurpation d'identité, la collecte illicite de données personnelles. Et donc quand l'Arcom voit ces interfaces et que ces interfaces, elles imitent une autre interface au point de créer un risque de confusion pour conduire justement l'internaute à donner des informations de manière à être victime du délit qui est énuméré. Il faut suivre, hein, le texte il est assez alambiqué, mais c'est l'idée du filtre. Et donc, dans ce cas de figure, l'Arcom il y a deux options. La première, si elle peut contacter le titulaire on va dire l'éditeur du site internet, elle le met en demeure de cesser les agissements litigieux, et concomitamment, l'Arcom va demander au moteur de recherche de mettre un message d'avertissement. Alors, c'est pour ça que le texte n'a pas été en vigueur, mais le message qu'on a à l'esprit, c'est celui qu'on voit tous quand on arrive sur un site qui n'est pas protégé par un certificat. C'est la page rouge de Google, avertissement, attention, vous risquez d'entrer dans un site où vous pouvez vous compromettre. Et donc ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est si l'éditeur n'est pas joignable ou s'il ne s'est rien passé au bout d'une semaine, l'Arcom elle a la possibilité, le choix. Soit elle va directement chez les FAI pour leur demander de bloquer le nom de domaine, empêcher l'accès à la zone sur Internet qui pose problème, ou bien, de nouveau même option, contacte les moteurs de recherche pour leur demander de mettre ce message d'avertissement.
Et ensuite, la loi, elle prévoit tout un tas de délais, de possibilités de reconduction, etc. Et le système est plutôt bien pensé parce qu'avec le système des reconductions, de ces filtres, des interdictions, etc., on arrive grosso modo à un peu plus de la durée de vie d'un nom de domaine. Donc on peut penser qu'il va finir par tomber et que l'infraction en ligne va disparaître d'elle-même. Alors pourquoi je dis que c'est un rendez-vous manqué ? C'est que la loi, bien que plutôt détaillée, finit dans son article en disant le contenu du message d'avertissement, ça va être un décret pris en Conseil d'État qui va l'indiquer. Ce décret, il était prévu pour novembre 2024, donc il y a 6 mois, il ne s'est rien passé et on ne sait pas ce qui se passera. Quand on discutait avec Nathalie, je me souviens de ta remarque, elle m'avait pas effondré, mais j'étais déçu. Tu m'as dit, ça se trouve, ça ne verra même pas le jour. C'est bien dommage. Je peux le confirmer, je pense. Ça ne verra jamais le jour. Ou pas dans cette forme. C'est enterré pour le moment. Et c'est dommage parce que là, on avait une réponse, en tout cas sur le papier, qui pouvait justement suppléer les carences des intermédiaires techniques qui ne coopèrent pas, qu'on leur envoie des notifications. Après, peut-être que le problème, c'est que... Ouais, non, mais ça va être intéressant. À l'ARCOM, effectivement, ils sont 300, 350. C'est peut-être ça le problème. Ça ne fait pas beaucoup de bras pour envoyer des gens. Pour avoir travaillé sur le dispositif avec d'autres personnes à la FNIC, sur un vieux papier document qui est encore disponible sur le site de la FNIC sur le filtrage au niveau de la résolution DNS, et pour être membre aussi notamment du GIP Cybermalveillance et sur lequel on a pu aussi exposer nos points de vue. Ça peut être bien pensé. Le problème, c'est que ça risque d'être malheureusement très inopérant dans la réalité. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de trafics qui proviennent en fait des gros opérateurs de résolveurs qui ne sont pas les FAI. Donc effectivement, monsieur et madame Michu utilisent encore les serveurs DNS de leur box. Mais monsieur et madame Michu ou leurs enfants utilisent de plus en plus de VPN. Donc à partir du moment où ils vont être dans leur activité sur Internet de plus en plus freinée ou voir de plus en plus de pages fermées, ils vont tous souscrire à des VPN et également ou choisir des serveurs de résolution alternatives. Et il y a une complexité aussi technique, c'est que l'on voit d'ailleurs que si c'était simple, il y a le projet DNS4EU que vous avez déjà, j'imagine, tous vu, lu suite à l'appel d'offres de la Commission européenne. C'était il y a plus de 2 ans maintenant, je pense. Il n'a toujours pas vu le jour. Et en fait, même les porteurs du projet, sur les quelques webinars qu'ils ont pu faire, j'ai à ma connaissance 2, je ne suis même pas sûr qu'ils en aient fait plus que ça, finalement, ils vont transformer l'offre grand public qui permettait justement d'accéder à ces fonctionnalités de filtrage de contenu sur la base de critères à finalement une offre payante pour des entreprises. Voilà. Donc, on a l'impression qu'eux-mêmes se détournent de l'objet initial de l'appel d'offres de la Commission pour plutôt, parce que ce modèle doit s'auto-alimenter financièrement, opérer des serveurs DNS, ça coûte cher. Et c'est peut-être aussi, je ne sais pas forcément la raison du filtre anti-arnaque, mais opérer une infrastructure comme le filtre anti-arnaque, ça ne se fait pas aussi de manière magique. Et donc, il y a un problème opérationnel, technique très concret. Il y a 2 remarques qui me viennent. La première, c'est que côté des GCCRF, il y a un dispositif comparable qui existe depuis quelques années et qui a été enrichi il y a 1 an ou 2. Et encore une fois, sur le papier, effectivement, c'est la même chose, ça a l'air intéressant. Mais ce qu'on observe, c'est l'injonction numérique. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y en aurait de mémoire 86 en quelques années qui ont été rendus. Donc c'est ridiculement bas. Le deuxième point, c'est le coût, effectivement, mais ça revient cher aussi côté titulaire de droit, quand on a des intermédiaires techniques ou même je pense à Google, en fait, qui ne joue pas forcément le jeu, qui ne va pas permettre le déréférencement, même quand les titulaires de droit lui disent « attention, tel site, il est illégitime ». Ou pire, ce site, il va être promu par des services publicitaires opérés par Google. Google perçoit des sous. Et Google va demander, quand on a vraiment un très gros volume de sites à leur remonter, d'utiliser leur API payante. Je t'en laisse tirer les conséquences. Moi, c'est assez injuste et frustrant. Sur un autre sujet, est-ce que la loi de programmation militaire, est-ce qu'elle aide à lutter, à renforcer la cybersécurité ?
Benoît? Je vais répondre oui. Oui. Oui, après, pardon. Il y a les injonctions en fait qui peuvent venir maintenant de l'ANSSI, c'est ça, hein, Pierre? Donc effectivement, l'ANSSI, elle, dans sa fonction, quand elle verra des noms de domaine qui portent atteinte, etc., ou des noms de domaine qui amènent vers des sites web ou des hébergements web qui portent atteinte, elle pourra directement solliciter la FNIC. Comme aujourd'hui, la DGCCRF que tu évoquais a un droit de communication directement auprès de la FNIC et un droit d'injonction, tout à fait. Tu veux réagir? Oui, oui, Pierre. Juste une remarque rapide là-dessus. C'était la DGCCRF. Maintenant, il va y avoir l'ANSSI avec la loi de programmation numérique. Alors, j'en profite pour faire de la pub, puisque prochain comité de concertation de l'AFNIC, ça sera à l'ordre du jour, puisqu'on doit changer notre charte de nommage et que nous sommes un organisme multi-acteurs. Donc, venez nombreux et donnez votre avis. Mais surtout, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ces administrations qui ont des droits d'injonction se battent pour les avoir et finalement s'aperçoivent à juste titre qu'il faut qu'ils respectent le droit. Et que donc, pour faire une injonction à un registre, il faut qu'ils respectent le contradictoire. Il faut qu'ils préviennent le titulaire. Donc, on ne peut pas à la fois dire aux acteurs du numérique « Ah, mais vous n'êtes pas assez rapide, vous n'êtes pas coopératif, comment se fait-il que vous ne fassiez pas les choses en 2 secondes ?» Et voir que même les administrations qui ont le pouvoir, quand elles nous font des injonctions à nous, ça fait 15 jours qu'elles y travaillent. Donc, vous voyez bien qu'on est plus rapide directement du registre à faire une demande de vérification de données avec des ayants droit qui nous disent qu'on est très lent, et dans le même temps, des administrations qui respectent le droit, qui ne veulent pas être dans l'abus de pouvoir, il leur faut entre 15 jours et 3 semaines pour nous envoyer les injonctions. Et à compter du jour où nous recevons les injonctions, bien sûr, il faut qu'on réponde en 48 heures, parce que sinon, on est vraiment trop méchant. Bon. Donc il faut quand même, à un moment donné, se dire que cette espèce d'appel à l'efficacité systématique, à la rapidité systématique, c'est possible, mais il faut que tout le monde soit conscient que c'est un arbitrage, comme souvent d'ailleurs dans la lutte contre les abus ou dans la cybersécurité. C'est un arbitrage entre droit et liberté individuelle et efficacité opérationnelle. Et le problème qu'il y a, que ce soit avec DNS4EU, que ce soit avec le filtre anti-arnaque, que ce soit avec les injonctions, c'est qu'on n'assume pas ce débat. Et on revient toujours sur les opérateurs techniques en disant « Ah ben vraiment, vous n'êtes pas coopératif ». Non, si vous voulez qu'on respecte le droit, ça prend du temps. Si vous voulez qu'on soit rapide, eh bien, il faut qu'il y ait un consensus social qui aujourd'hui n'existe pas. Il existe peut-être chez certains ayants droit, mais il n'existe pas chez la majorité des utilisateurs d'Internet, disant nous acceptons des faux positifs, nous acceptons qu'il puisse y avoir la possibilité que des noms de domaine soient supprimés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, nous acceptons qu'il y ait des détournements des procédures pour embêter mon concurrent et pour le bombarder de requêtes pour faire tomber son nom de domaine, etc. Nous acceptons cette possibilité-là parce que nous pensons que la majorité des cas, ça permettra de régler des problèmes. Mais tant qu'on n'aura pas posé la question dans ces termes-là, avec ma casquette de registre, moi je ne suis pas d'accord avec le côté « les acteurs ne sont pas coopératifs ». C'est plus compliqué que ça. Merci beaucoup. On va revenir vraiment sur les noms de domaine et passer dans le Web 3. Alors, on parle beaucoup de blockchain, domaine, nom de domaine décentralisé. Est-ce que c'est des identifiants? Est-ce que c'est simplement des identifiants qui sont basés sur une blockchain? Ou est-ce que ce sont des vrais noms de domaine? Est-ce qu'on peut parler de nom de domaine? J'aimerais bien savoir si dans le Web 3, on peut parler pour ces identifiants blockchain d'un nom de domaine ou est-ce qu'on va sauter en l'air si je dis ah, j'ai mon nom de domaine dans le Web 3? Alors moi, je vais sauter en l'air. Certains s'autorisent à appeler des noms de domaine blockchain, nom de domaine. Moi, j'appelle ça des identifiants blockchain. Comme ça, il n'y a pas de débat. Et c'est plus clair parce que souvent,
Il y a aussi l'aspect où on sème la confusion et à un moment on ne sait plus de quoi on parle. Et donc je pense que c'est important que les deux typologies d'acteurs, quand elles sont sur leur marché, leur conquête de services, etc., qu'on ne mélange pas les genres parce qu'on ne fait pas forcément la même chose comme travail. Et on n'est pas dans les mêmes écosystèmes ou les mêmes services. Sur les identifiants blockchain et les noms de domaine, ça peut quand même coexister. Pour ceux qui suivraient et ceux qui ne suivent pas, je vais vous faire un petit rappel quand même. Au niveau de la racine IANA, dans les aspects, dans le registre technique de l'Internet, IANA, il y a un nouvel enregistrement qui a été créé l'été dernier, qui s'appelle Wallet. Donc, c'est pour intégrer et donc faire le lien, comme aujourd'hui on fait le lien entre un nom de domaine et une adresse IP, ou un nom de domaine et un serveur mail. Et bien maintenant, on peut faire un lien entre un nom de domaine et un identifiant de wallet blockchain. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est ennemis, ça veut dire qu'on doit plutôt travailler ensemble. Et d'ailleurs, les groupes de travail qui sont menés au niveau de l'IETF qui gère les standards, l'organisme de standardisation de l'Internet, mais même au niveau de l'ICANN, où j'ai entendu plusieurs fois le terme encore la semaine dernière, on parle d'intégration responsable de la blockchain dans le DNS. Donc l'idée, c'est plutôt de ne pas opposer, mais de bien être sûr qu'on parle bien de la bonne chose au bon moment et de voir comment on peut travailler ensemble, parce que c'est un fait, la blockchain est une technologie intéressante à plusieurs égards, et donc comment on fait pour travailler ensemble et pas justement avoir une promesse de nom de domaine blockchain qui n'en sont pas, parce qu'il y a plein de problématiques derrière, d'identifiants uniques, de systèmes blockchain qui sont, je dirais, parallèlement peuvent créer des noms qui sont exactement identiques, mais dans des systèmes différents. Donc ça sème la confusion au niveau des utilisateurs et au niveau, après, de la gestion et de sa gouvernance. Si je peux dire un mot là-dessus aussi, c'est vrai qu'on voit les acteurs, notamment comme Unstoppable Domains, qui jouent beaucoup sur cette confusion-là. Et à chaque changement, presque, il y en a à peu près 2 par semaine, crypto TLD qui sont comme ça annoncés par Unstoppable Domains. Et ce qui est assez rigolo ce qui est particulier de leur part, c'est que systématiquement, ils annoncent qu'ils vont faire une demande à l'ICANN sur une création de New GTLD par la suite. Donc j'ai compté cette semaine, ils en sont à une 60aine maintenant, donc on sait déjà qu'il y aura au moins 60 candidatures a priori s'ils ont les fonds pour les New GTLD là-dessus. Et il y a vraiment tout. Alors il y en a quelques-uns qui peuvent peut-être avoir du potentiel commercial comme le point podcast, le point privacy, les choses comme ça. Mais il y a vraiment d'autres choses qui sont vraiment très, très, très à côté. Et par rapport à la protection des marques, il faut savoir que Unstoppable Domain fait partie du programme Global Block, notamment de GoDaddy. Donc quand vous avez souscrit à ces éléments-là, ces noms sont bloqués, donc soit à l'identique, soit à l'approchant. Donc il y a quand même quelques mécanismes de protection pour les titulaires de droit, parce que je le rappelle, il n'y a pas de procédure extrajudiciaire pour, je vais dire un gros mot, ces noms de domaine Web3 n'ont pas de procédure aujourd'hui. Si je peux rajouter un petit élément là-dessus, nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on a mis une priorité avec nos équipes de R&D et la direction de la FNIC, d'avoir une vision la plus complète possible de l'écosystème. Comme tu le disais, c'est un peu compliqué aujourd'hui à suivre, ça va très vite. On a une approche un peu trop, je pense, américano-centrée et peut-être française-centrée, parce que rien qu'on regarde les blockchains aux US, UK et France, il y en a déjà au moins 15 acteurs qui sont capables de faire des top-level domaines ou des top-level, des second-level domaines en blockchain. Et en fait, même moi, on ne regarde pas encore l'Asie, etc. Et j'en suis sûr, il y a aussi des acteurs. Donc, on travaille déjà, nous, on a fait une première étude. J'ai fait une petite présentation à l'ICANN à Seattle sur ce sujet. C'est une étude qu'on fait avec DNSRF, DNS Research Federation, qui est un institut de recherche basé à Oxford. Et on a un gros programme de travail ensemble cette année, parce qu'on a à la fois fait une étude sur la collision des noms. Donc juste, on avait fait, j'ai repris les chiffres, parce que en tant que CCTLD, nous, ça nous intéresse de savoir s'il va y avoir 12.fr dans 12 blockchains différentes dans 6 mois, et qu'est-ce que ça va faire et comment cela pourrait mener ou semer la confusion chez les utilisateurs. Donc aujourd'hui, pour l'instant, nous n'en avons pas vu. Par contre, on a vu 3 CCTLD, donc 3 fournisseurs de blockchain qui fournissent des identifiants type
top level domaine sur des CC qui existent. Et il y a eu aussi, on a regardé, donc vous savez, il y a les codes de lettres, les codes ISO 3366, si je dis pas de bêtises, 3166. On a vu aussi on a comptabilisé des blockchains avec des TLD identifier blockchain où il y a eu le point Go, ils ont 48 000 identifiants non enregistrés et le point HI avec 28 000. Donc ils sont aussi allés sur le terrain des codes ISO CC qui ne sont pas délégués ou associés à des pays, mais voilà, ils investissent aussi ce terrain-là. Donc c'est important pour nous et donc on va aller jusqu'à faire une évaluation de ces acteurs. Qui sont-ils techniquement, c'est quoi l'offre de la proposition, et puis on va aussi développer, ça c'est intéressant, une analyse de risque par rapport à ces acteurs-là et par rapport au risque de collision. Bon, c'est pas du risque, c'est du risque marché, mais surtout le risque de collision de noms et comment on peut évaluer le fait qu'un acteur va fournir des services qui seraient à risque par rapport à la fourniture d'un service en tant qu'AFNIC de CC, voire de G, TLD aussi. Voilà. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de notre table ronde. On va laisser un peu de temps pour les questions. On va quand même encore parler un petit peu, puisqu'on a parlé beaucoup d'abus, mais pour certains abus, il faut aussi les détecter. On va parler un petit peu de surveillance. Donc on s'était posé, j'ai une question qui est avec l'intelligence artificielle, est-ce que la surveillance, elle peut se faire, est-ce qu'elle nécessite encore une expertise humaine ou non? Je vais donner la position de Jean-Christophe, puisqu'il n'est pas là, et il va dire en résumé non. Il faut toujours que l'humain intervienne. L'humain reste encore supérieur et l'œil humain est nécessaire. Peut-être, Jean-François, tu veux dire un petit mot là-dessus aussi? Les outils sont là, mais il faut quand même l'intervention humaine. Oui, enfin, nous, c'est vrai qu'on intervient comme prestataire technique, donc aujourd'hui c'est assez rodé avec l'accès aux zone files sur toutes les extensions génériques et puis sur les extensions pays qui permettent de le faire de façon gratuite comme l'Espagne ou de façon payante comme la France ou le point UK pour ces éléments-là. Ce qu'on a pu développer aussi, c'est s'adapter à la détection des sous-domaines qu'évoquait Fabrice tout à l'heure pour les abus concernant des marques qui n'étaient pas reprises dans les noms de domaine, mais dans les sous-domaines. Après, comme tu disais dans l'introduction, notre société est vraiment partenaire de cabinets juridiques, donc on ne fait pas du tout d'analyse des résultats de façon humaine. C'est les partenaires cabinets donc, qui font ça. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, il y a la partie IA qui rentre en jeu dans l'analyse des résultats que vous envoyez à vos clients. Alors, nous, chez Novagraph, on a une solution interne comme de surveillance et de protection des marques en ligne. Donc, on utilise beaucoup l'IA, on la développe beaucoup, mais on l'utilise comme une petite main pour surveiller en grosse quantité. Il y a toujours l'humain qui agit derrière, qui vient revérifier tous les résultats, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité et d'analyse plus poussée des résultats qu'on peut détecter. Donc l'IA, on est partagé entre... C'est un très bon petit stagiaire, mais on ne peut pas le laisser sans surveillance. Oui, c'est tout à fait ça, mais il faut quand même voir que ça fait quand même tout un travail de présélection qui est quand même qui fait gagner beaucoup de temps et en qualité. Nous, au cabinet, on a nos propres systèmes de surveillance. On utilise de noms de domaine et on utilise aussi l'IA. Et c'est vrai que ça change quand même la donne. Bien sûr qu'il faut vérifier derrière, mais c'est le futur partout. Hein. Et pas seulement dans les noms de domaine, hein, dans le monde réel, que ce soit l'expert comptable, que ce soit la saisie des marques, l'IA, c'est quand même un outil formidable aujourd'hui. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et je pense que vous avez des questions pour notre table ronde. So I'm going to ask the question in English, if it's okay with you, because my French sucks. I'm sorry about that. So, dot sucks. That would be. So, in your experience with even with the dot Alsace or the dot FR, which is among the 5
nights of apocalypse, I would say, phishing, farming, botnets, malware, and so on. What is the most, what is the worst, actually, as per your experience, and what are the measures you're implementing at the moment to fight them? Good question. Is it phishing, or? I would say it's the gray zone we do not see. Je parle en français ou en anglais? Anglais, on y va? Français. Français? Good, okay. So we, based on the reporters we have, the source qualification we can do, also on our side about compromission, site compromission, malware, phishing. We have some patterns we do not even know, I think, because we are discovering some patterns like not every day, but maybe every week or every month. And we have some websites, for instance. We've seen some Chinese casino. But to be honest, sometimes we do not know, we have no clue what it's about. Is it like about side-loading malwares, or is it only just casinos? So we are still trying to find another way to detect this kind of registration. For instance, I'm sure you have seen the Infermall study. We have done also more or less the same thing like 6 years ago. So as soon as we have like bulk registrations with the same registrant name, okay, let's find out what's behind. So it's not going into the context, but even with the registration information, we can just infer or, okay, say, let's find out or dig more about the patterns. So in that case, the trigger would be the bulk registrations? For instance, or it could be also, we did like a naming classification program, so just only based on the domain name itself, without any other data. We can qualify with some false positive, but if it's like legitimate domain names from non-legitimate domain names. So it's only based on some mathematical models, deep learning, so forth and so on, but it's only based on the domain name. So this is something we are thinking and working on. And the hard thing is also to, since it's research now, but if we want to put it in production in like 3 months, with Pierre, he will tell me, okay, so you will put AI inside AFNIC to do like, for instance, pre-delegation. We need to explain and to showcase to the AFNIC stakeholders what it's about, how does it work. So we need also explainable AI. So it's also another thing. So yes, so but it's more about what we could see in traffic, in the domain names, or in the for the bulk registration, for instance, more than going into the web content always, you know. Yes, just to see your question on a different angle. I mean, this is the registry view, but if you take the view of a company, I would say the worst would be phishing on image tarnishment. Why? Because this is like compliance issues. So it goes to the broad picture of defending the company. Any other question? À l'autre bout de la salle, évidemment, hein, Sébastien. In English, Sébastien. Chaque fois que tu changes d'endroit. Benoît, ne te moque pas de moi qui ne parle qu'en français aux réunions de l'ICANN pour obliger tout le monde à utiliser les langues étrangères et non pas seulement l'anglais. Sébastien Bachelet, juste 2 remarques. La première, c'est que je suis toujours très étonné de ces discussions sur le WIS, RDAP, machin, truc. Si ceux qui ont voté ces lois avaient expliqué ce qu'ils voulaient à l'ICANN et à l'ensemble de la communauté, je pense qu'on n'en serait pas dans le bordel dans lequel on est. Parce qu'ils ont toujours refusé de dire ce qu'ils voulaient. Et donc, les Américains ayant un pouvoir plus important que les Européens, ils ont pris le pouvoir et ils ont dit, puisque vous nous demandez de cacher des données pour les personnes, et comme il peut y avoir des personnes
qu'il y ait des données dans les WIS des entreprises, eh ben, on cache tout. Franchement, hein, on n'en serait pas dans la situation dans laquelle on est s'il y avait une meilleure réflexion sur les conséquences qu'une loi peut avoir sur les systèmes sur lesquels nous travaillons. La deuxième chose que je voulais dire, c'est donc dans At Large, dans l'ICANN avec le Security and Stability Advisory Committee, donc le SSAC, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un, je vais mettre des guillemets, d'un cours qui pourrait être diffusé largement et utilisé par les uns et par les autres pour expliquer aux utilisateurs finaux ce que c'est le phishing, le malware. Vous voyez, je ne sais même pas le dire en français. Donc quand on aura à traduire tout ça, ce sera déjà plus compliqué. Mais pour qu'on puisse expliquer, là, vous en parlez d'un point de vue de grandes entreprises, d'un point de vue d'avocats, de cabinets de marques, mais les utilisateurs finaux qui sont ma voisine de 80 ans ou mon voisin de 70, ils ont besoin de comprendre et les risques qu'ils peuvent prendre. Et je pense qu'une communication autour de ça sera utile. Et donc, s'il y a d'autres organisations qui veulent se joindre à nous pour aider à monter cela, nous sommes preneurs. Merci beaucoup. Merci Seb. C'est hameçonnage, hein, phishing. Quelqu'un d'autre? Point de question? Non? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci aux speakers. Merci Nathalie.